La matinale de l'ENS. Bonjour Jean-Baptiste Thoré. Bien, bonjour. Je cherche un micro, il vient d'arriver. Bonjour. Désolé pour ça. Vous venez de réaliser le film We Blew It. Désolé pour la prononciation et désolé, chers auditeurs, pour les multiples prononciations anglaises qui viendront pendant cette interview, qui ne sont pas au niveau. J'enlève mes lunettes de Peter Fonda pour mettre celles qui me permettent de voir et on commence. Jean-Baptiste Thoré. A man went looking for America and couldn't find it. C'est l'histoire d'un homme qui part à la recherche de l'Amérique et ne la trouve nulle part. Voilà la phrase d'accroche du film de Dennis Hopper, Easy Rider, qui donne son titre à votre film. Un seul extrait d'œuvre cinématographique dans We Blew It, l'extrait justement d'Easy Rider, quand Captain America, alias Wyatt, alias Peter Fonda, déclare cette phrase à son acolyte, partner in crime et compagnon de road trip, We Blew It. Constat d'échec, une séquence et ça commence. Moteur de la quête dans laquelle vous vous lancez. Vous partez à la rencontre de vos cinéastes américains préférés, sur les œuvres desquelles vous avez inlassablement travaillé, vous interrogeant constamment sur ces années 1960-1970, le nouvel Hollywood, période de contre-culture où Doris Day devient grand-mère. C'était elle qui, dans L'homme qui en savait trop, chantait « Que sera, whatever will be, will be ». La renvoyant aux archives, les cinéastes que vous rencontrez ont refusé cette fatalité, cette confiance dans le destin tout tracé, ce « que sera, sera ». C'était Woodstock et vous rencontrez Michael Lang. C'est la violence et la mort devant caméra, vous remontez à l'assassinat de JFK, au Summer of Love, version Charles Manson. Mais hormis eux, hormis ces cinéastes, sur la route, on the road, vous avez rencontré aussi des Américains dont vous tirez le portrait au sens photographique de l'expression. Toujours est-il qu'ils expriment presque tous la même chose, la nostalgie d'un moment où l'on demandait le changement, où l'on avait l'envie de tourner définitivement la page de l'histoire, de changer de type de bobine. Change, that's all I have in my pocket, dit Brad Moresi, commerçant. Il joue sur le mot change, le changement et la menu monnaie. Le changement, si je l'ai, c'est parce que j'ai quelques pièces rouges dans la poche de mon jean, dit-il. Vous attendiez-vous à ça quand vous êtes parti sur la route? Vous qui connaissiez la plupart de vos interviewés, puisque je le disais, vous rencontrez ces cinéastes que vous admirez, est-ce que vous vous attendiez aux réponses qu'ils vous donnaient? Est-ce que le projet était déjà tracé? Est-ce que vous saviez quel serait le contenu de votre film avant même de l'avoir réalisé? Où avez-vous été chercher la part de surprise qui est en fait le fondement même du concept de road trip? En fait, il y a beaucoup de questions. La première chose, c'est qu'au tout départ du projet, moi, j'ai l'intention de faire un film en fait, qui est plus confortable pour moi, qui est une sorte de film autour de ce qui est advenu des cinéastes du Nouvel Hollywood. En fait, comment on en est arrivé là. En fait, la vraie question que moi je me pose, mais que je me pose depuis déjà un petit bout de temps quand même, et que je me vais me poser là, frontalement à l'occasion du film, c'est comment on en est arrivé là. Donc ça veut dire que j'ai le point d'arrivée qui est le monde contemporain, qui est aujourd'hui, et la question c'est d'essayer de trouver l'origine, la source, le point de départ. Il y en a plein, hein, évidemment. Donc, mais moi, on pourrait pas se dire que le moment de la brisure est celui qui m'intéresse. Vous avez cité JFK. Je reste convaincu, mais je ne suis pas le seul, les Américains le savent, que 63, c'est vraiment le moment. Don DeLillo, qui avait écrit un formidable roman là-dessus, Americana en 71, expliquait ce sont les 6 secondes, 7 secondes qui ont brisé en deux ce siècle d'Amérique. Donc JFK, c'est le point de départ de la deuxième partie du XXe siècle américain. Donc je savais que quelque chose avait commencé en 63, la brisure dont parle Fitzgerald, hein, le The Crack Up, hein, cette idée que en fait quelque chose s'est fêlé en 63 avec JFK, il va se briser à la fin des années 60. Donc tout ça pour dire qu'à l'origine, moi je pars plutôt pour faire un film un peu classique, en tout cas pour moi, qui est qu'est-il arrivé au cinéma du Nouvel Hollywood? D'abord, la plupart sont morts. La première chose, c'est quand même ça. C'est que moi, quand je pars en 2016, le premier constat que je dois faire, une évidence, c'est que la plupart des gens que j'ai envie de rencontrer, que j'aurais aimé rencontrer, sont morts. Peckinpah, Pakula, Al-Ashby, Denis Hopper. Enfin, tous ces gens-là sont morts. Donc il reste quelques survivants. Et j'insiste sur ce terme-là parce que en fait, j'ai plus le sentiment d'aller voir des survivants que des gens qui ont vraiment vécu la période depuis le début des années 80. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me rends compte très très vite que pour moi, il est hors de question de faire en film un énième livre que je pourrais faire. Donc j'ai besoin, à titre strictement personnel, pas de me surprendre, mais d'aller chercher quelque chose que j'ignore un peu, tout simplement. Hein. C'est de me poser une question dont je n'ai pas la réponse. Hein. Et en fait, ça, je vais le trouver via le mélange, on pourrait presque dire, entre les cinéastes et ce qu'on appelle des Américains ordinaires. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Mais tout simplement parce que j'ai compris, je l'avais un peu compris avant, mais je l'ai vraiment, on pourrait dire, réalisé à ce moment-là,
qu'il n'y a pas de différence dans les années 60-70 et même un petit peu avant entre le cinéma américain et l'Amérique. Donc je ne vois pas au nom de quoi, moi, repartant en 2016, faire un film là-dessus. Je mettrais d'un côté le cinéma avec des cinéastes qui parleraient de films, encore pire avec des extraits, et puis de l'autre des Américains ordinaires qui viendraient comme ça scander, ponctuer de temps en temps le film, en me disant, voilà, il y a d'un côté le cinéma, des films, et puis de l'autre des Américains, retour au réel. Et je me suis dit, les années 60-70, c'est un moment presque de grâce, de coïncidence. Il n'y a pas de dimension mystique dans ce que je raconte, hein, entre l'Amérique et son cinéma. Donc moi, je vais faire la même chose aujourd'hui. Je vais essayer de retrouver cette espèce de souffle-là, où raconter l'un, c'est raconter l'autre. Donc je vais aller voir des cinéastes, donc je vais aller voir des gens qui ont joué un rôle à ce moment-là de la contre-culture. Vous parlez de Michael Lang, cofondateur de Woodstock, Bob Mankoff, chief cartooniste du New Yorker, Lisa Lowe, photographe de Woodstock, enfin tous ces gens-là. Et je vais aussi aller voir des Américains ordinaires, qui n'ont pas vu d'être filmés, qui n'ont pas vécu les mêmes années 70, ou parfois les mêmes. Et moi, je suis un grand Fordien, ça, c'est voilà. Que cette idée que quand on invite les gens, on les invite, ils ont la même place à table, c'est-à-dire que ils ont le même écrin, ils ont la même parole. Et à la fin, finalement, entre un documentaire qui partait sur cette idée d'aller voir des cinéastes qui allaient me parler de cinéma, d'évolution du cinéma, et ce qui est devenu le film, j'ai considérablement en fait dégrossi, notamment au montage, tous les propos des cinéastes sur le cinéma lui-même, pour n'avoir plus que des Américains qui parlent. Et moi, je me disais pendant le tournage, n'oublie jamais que tu vas voir des Américains. Certains ont fait des films, certains ont fait la guerre, certains ont fait Woodstock, certains n'ont rien fait. Mais c'est des Américains que je vais voir. Alors, qui s'appelle Brad Moresi, le commerçant que vous citez au départ, qui habite quelque part au nord de la Californie, ou Peter Bogdanovich, Asberg ou Michael Mann, en fait, ce sont tous des Américains. Ce qui fait que les cinéastes dans le film, ils ne parlent pas de cinéma. J'ai enlevé tous les propos qui concernaient le cinéma, mais de façon un peu retorse ou un peu pervers. Je savais aussi que ne parlant pas de cinéma, en fait, ils ne parleraient que de ça. Et pourtant, alors vous voulez les mettre dans le même écrin, je vois quand même une double mesure, mine de rien, dans le traitement cinématographique, en tout cas de ces deux groupes que vous mentionnez. Le premier, peut-être, sur ces portraits dont je parlais en chapeau, hein, dans lesquels ne figurent pas ces cinéastes, justement. C'est des portraits qui sont réservés. C'est pas vrai, Paul Schrader est en portrait, par exemple. Ouais. Toby Hooper l'est aussi. Ok. Ouais. Mais là aussi, il y a une démocratie. Là, chacun a sa place. C'est pas un film chrétien, mais chacun a sa place. Et l'autre chose, mais en fait, peut-être que c'est parce que c'est la première rencontre que vous mettez dans le film, c'est ce moment, c'est encore Brad Moresi. Il commence la réponse à la question que vous lui posez, puis il s'arrête et dit non, ça va pas, on recommence. Là, alors est-ce que c'est parce que c'est réservé effectivement au personnage de Brad Moresi, parce que c'est une certaine critique, un certain regard un peu amusé sur le vote trumpiste, ou est-ce que c'est simplement pour éclairer l'ensemble du film et dire voilà, derrière il y a une caméra, ne l'oubliez pas, il y a une construction qui est quand même faite dans ces rencontres, dans ces entretiens. Alors oui, en même temps, bon, j'espère qu'en 2016 on découvre pas cette idée que dans un documentaire il y a une caméra qui filme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mais pourquoi le vouloir absolument le mettre dans ce cas-là? Alors je vais vous expliquer. Le cas de Brad Moresi est un cas intéressant parce que vous me dites, alors vous avez dit deux choses. Oui. Vous dites beaucoup de choses en fait dans vos phrases. Je parle beaucoup. Ouais. Mais vous avez dit deux choses. La première, c'est que le regard un peu amusé sur. Ça, c'est absolument pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire que voilà, moi je suis un Fordien, je suis un Renoirien. J'aime beaucoup cette phrase d'Octave dans La règle du jeu de Jean Renoir. Ce qui est terrible dans ce monde, c'est que chacun a ses raisons. À partir de là, il y a deux façons de filmer. Il y a filmer du côté des raisons des gens ou filmer du côté de ses propres raisons qui vont éventuellement juger, se moquer, filmer à côté, au-dessus, etc. Donc moi, je voulais toujours être du côté des raisons de ces gens-là, même si à titre personnel, par moment, ces raisons me semblaient peu valables. Mais à la limite, mon point de vue, là, n'importe pas. Donc j'étais toujours avec ces gens-là. À aucun moment, je voulais filmer contre. En fait, il y a un moment donné, il faut choisir son camp. On est du côté de Fritz Lang ou de Michael Haneke, on ne peut pas être des deux côtés à la fois. Moi, je suis du côté de Fritz Lang. Donc je pense, toute proportion évidemment gardée, moi je pense tout simplement qu'il faut être du côté une fois qu'on invite quelqu'un dans son film, qu'on a passé du temps avec lui d'ailleurs, hein, qui vous a accepté, etc., il faut lui donner la chance ou même la politesse, d'une façon, de défendre ses propres idées. Et d'ailleurs, intellectuellement, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on se met soi en danger.
parce qu'on prend le risque aussi que la personne ait un discours plus articulé que le cliché qu'on a au départ et puisse faire bouger les lignes. C'est pour arriver, me considérer que ce que vous appelez un Trumpiste, en fait, d'emblée, moi, le Frenchie ne m'intéresse pas, ou en tout cas, je vais me moquer de lui et le traiter comme tel. D'abord, je trouve que c'est intellectuellement pas très intéressant, c'est moralement nul et cinématographiquement pas très intéressant non plus. Donc, moi, je filme de ce côté-là. Quand vous dites c'est un Trumpiste, oui, mais vous ne le savez qu'à la fin de la séquence. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que c'est vrai aussi, par exemple, d'un passage que je rencontre dans une Ghost Town, dont on apprend à la fin de la séquence qu'il est pour le port d'armes et qu'il porte une arme à son pantalon, etc. Il y a la découverte du fait que Brad Morrissey est un Trumpiste. C'est très important de savoir quand vous allez monter la séquence, à quel moment vous le faites. Soit on commence la séquence en se disant voilà un Trumpiste. Donc je peux commencer avec quoi? Avec Brad Morrissey mettant son masque de Trump. Là je perds en race campagne les 2 tiers des spectateurs au nom d'un cliché, d'un rejet un peu facile, un peu mécanique, un peu pavlovien. Il est Trump, donc c'est pas bien. Donc on ne va pas écouter ce qu'il va raconter derrière. On l'a déjà catalogué. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de se dire voilà un homme, un humain, tout simplement, qui a ses raisons, qui va les développer. Et c'est pas inintéressant ce qu'il raconte, donc on l'écoute. Et puis à la fin, on apprend qu'il est Trumpiste, enfin qu'il va probablement voter pour Trump, parce que je ne le mets pas dans le film, mais lui allait voter pour Sanders. Il fait partie de toute cette catégorie de gens qui sont passés de Sanders à Trump. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a convaincu que la question de l'élection devait rentrer dans le film. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Et donc le fait de savoir qu'à la fin il vote Trump change complètement, me semble-t-il, la séquence qu'on a donnée à ce personnage, l'occasion de développer ses idées, ou en tout cas de donner une forme de genèse à un vote, plutôt que de lui jeter d'emblée comme ça un anathème sous prétexte qu'il aurait voté Trump. Peut-être que ce type-là, il a eu 2-3 minutes pour expliquer les raisons qui vont faire qu'il va à un moment donné voter Trump. Donc, je dis ça parce que le Trumpiste dont vous parlez, on ne le sait que rétrospectivement. C'est-à-dire qu'on ne le sait qu'à la fin de la séquence que ce type va voter Trump. Mais il ne rentre pas dans la séquence comme ça. Il rentre comme un individu qui va expliquer ses motivations, son parcours, son histoire, avec sa langue à lui, sa timidité aussi. Parce qu'on sent quand même qu'il est hésitant, qu'il veut faire bien. C'est pas quelqu'un qui filme tous les jours, parce que quand vous rencontrez des Américains dits connus et des Américains dits ordinaires, certains sont extrêmement rompus à l'exercice de la caméra. Tous les cinéastes, ils savent ça par cœur. Les autres, pas du tout. Donc ça suppose de passer du temps avec eux. Et puis pour eux, c'est pas évident d'être filmé. Donc il faut d'abord acquérir leur confiance. Il faut passer du temps avec eux. Disons qu'il faut aimer en eux autre chose qu'une simple photogénie, même si ça compte, ou alors un réflexe un peu de reporter ou de quelqu'un qui ferait un magazine ou un reportage, qui est la bonne formule. Moi, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Je n'allais pas faire de la télévision. Donc, j'avais besoin de passer aussi du temps avec tous ces gens-là. De ce qu'on retient aussi de ce discours-là, c'est qu'en fait, toutes ces personnes-là ont vécu Woodstock à peu près de la même manière, enfin ces années-là, c'est-à-dire le fameux sex, drug and rock'n'roll. Bon, là, je reprends les paroles, c'est repris 2 fois d'ailleurs dans votre film, et qu'ils ne se retrouvent pas du tout. La synthèse qui est réalisée à ce moment-là à Woodstock a complètement disparu aujourd'hui. Elle est nulle part, à savoir liberté face à l'oppression de l'État, mais en même temps moyen effectivement de je veux dire, solidarité, écoute de l'autre, égalité des droits, etc. Et ça, c'est d'ailleurs très représentatif. Le dessin que vous choisissez, ce cartoon de l'artiste du New Yorker, les 10 ans de Woodstock, où ils sont tous devenus installés, institutionnalisés, ces anciens qui étaient contre l'État. C'est pour ça que l'élection américaine devait rentrer. C'est pour montrer qu'il n'y a plus de réponse politique à ces aspirations d'antan, ces aspirations dépassées. Je ne pense pas qu'elle soit dépassée. Enfin, c'est très compliqué parce que d'abord. Oui, je suis d'accord avec vous que c'est compliqué. Non, mais la question de la contre-culture, la récupération de la contre-culture par le système, c'est un vieux truc. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Même dans les années 70, vous regardez le cinéma américain de cette période-là, vous regardez Phantoms of the Paradise en 74, je sais pas, Network en 76, sont des films qui ont déjà anticipé cette idée qu'en fait, toute contre-culture est vouée à être récupérée par le système. Moi, je suis un grand lecteur de Baudrillard. Donc j'ai toujours cette phrase de simulacre et simulation en tête, quand il explique que tout pouvoir, pour pouvoir survivre, a besoin de créer en contre-champ de lui-même l'illusion d'un contre-pouvoir. Voilà, donc ça remet les pendules à l'heure sur cette question-là. Et non, moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était de voir combien, en fait, quelle était la façon de vivre les années 70, et ils les ont vécues différemment quand même. Il y a quelque chose
qui, pour tous ces gens-là, quelle que soit leur origine sociale, culturelle et même territoriale, parce que dans les années 70, il faut quand même rappeler que quand on est dans l'Oklahoma, je ne sais pas, ou au Kansas et à San Francisco, on vit la même année, mais on ne vit pas à la même époque. Il ne faut jamais oublier ça quand même, et y compris aujourd'hui aux États-Unis. Vous traversez les États-Unis aujourd'hui, vous traversez 50, 60 ans d'histoire. Il y a des endroits, la petite ville de Goldfield, on est en 71, rien n'a bougé depuis, et à quelques encablures de là, vous avez Bob Mankoff à New York. Donc, et puis c'est l'Amérique, c'est ça de mélange permanent de 21e siècle et tiers-monde. C'est vraiment ça les États-Unis. C'est de choc d'extrême extrêmement violent. Mais en gros, quels qu'aient été les parcours des uns et des autres, il y a à un moment donné cette conscience. Alors, est-ce que c'est de la nostalgie ? La nostalgie veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a envie de retourner à un moment qui a un contour, qui a une définition, qui est précis. On veut revivre précisément une période. Ou alors c'est de la mélancolie, c'est-à-dire que c'est on sentiment court après un objet qui est irrémédiablement perdu. Mais moi, ce qui me passionnait, c'est que tous les gens de cette période-là, vous savez, aux États-Unis, moi, c'est quelque chose non pas que j'ai compris, mais qui m'a vraiment sauté aux yeux. En fait, pendant le temps que j'ai passé là-bas, ça fait quand même longtemps que je passe beaucoup de temps aux États-Unis, mais là, en 2016, j'y étais quasiment toute l'année. Vous savez, c'est la fameuse période de référence. C'est-à-dire que, et à mon avis, c'est d'ailleurs une distinction qui est beaucoup plus forte que la distinction entre démocrates et républicains. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a deux Amériques qui se font face, mais depuis, en gros, une cinquantaine d'années. Il y a l'Amérique qui est, on pourrait dire, nostalgique, pour le coup, des années 60. Ça, c'est les démocrates, c'est les gens qui éventuellement ont voté pour Bernie Sanders, c'est un petit peu moins pour Hillary Clinton. C'est une ligne aux États-Unis. Les années 60 comme dernier âge d'or, mais à la fois de l'activisme politique, du cinéma, de la musique, etc. Et puis en face, il y a une autre Amérique qui était l'Amérique silencieuse, la majorité silencieuse dont on parlait à l'époque de Nixon, et celle qui va voter pour Reagan en 80 et qui va voter pour Donald Trump aujourd'hui, qui est une Amérique qui est, elle, nostalgique des années 50. Voilà. Et donc, quand on a compris ça aux États-Unis, en gros, dis-moi ton âge d'or, je te dirai où tu te situes. Et c'est beaucoup plus fort que la question républicain-démocrate. C'est pour ça que je reviendrai sur l'élection. Quand Bernie Sanders disparaît, les cartes se rebattent et ça devient absolument passionnant. Puisque chacun perd un peu, on pourrait presque dire, sa maison d'origine. C'est là que ça m'intéresse de le rentrer en fait dans le film. Mais cette espèce d'opposition entre deux périodes de référence structure, à mon avis, aussi bien d'un point de vue politique, culturel, que d'émeur l'Amérique. Alors, c'est pour ça que moi je tenais vraiment à ce qu'il y ait notamment cette séquence autour des années 50. Il y a ceux qui sont nostalgiques des années 60 et ceux qui sont nostalgiques des années 50. Ceux qui sont nostalgiques des années 60 ont gagné avec Obama pendant 8 ans. Ceux qui ont nostalgique des années 50, ils ont gagné avec Trump aujourd'hui. Parce que Trump, ce n'est qu'une réactivation, qu'un simulacre, aurait dit Baudrillard, de Reagan. C'est pour ça d'ailleurs que le film va si vite, où en fait ne s'intéresse quasiment pas à ce qui se passe entre 80 et aujourd'hui. Parce qu'en fait c'est la même chose, rien n'a changé. On va revenir sur l'idée de la déconstruction du président en tant que figure, parce que ça vous le dites dans votre livre, 26 secondes, l'Amérique éclaboussée. On va revenir, mais quand même une question, parce que vous dites que peu d'importance entre ce qui se passe entre 80 et aujourd'hui, et cependant aujourd'hui prend une place en filigrane, et même pas en filigrane. Il y a une très très belle scène, un peu au ralenti, sur de la musique classique, autour du feu de joie à Burning Man, et se pose effectivement la question de cette nouvelle génération qui semble, alors au dire des différentes personnes que vous interrogez, qui semblent s'enfermer dans du divertissement pur, un retrait complet du monde. Par exemple, Toby Hooper dit c'est une génération de fans de Star Trek qui fument de l'herbe. Et il y a effectivement cette scène de retrait. Quelqu'un, je ne sais plus qui d'autre, je me demande, c'est pas Lisa Lowe, qui dit que c'est une génération que Burning Man n'a rien à voir avec Woodstock. Parce que Mary Corey, qui est prof de UCLA. Voilà. Ouais. Qui dit effectivement que c'est une génération qui n'a rien, que le Burning Man n'a rien à voir avec Woodstock, bien qu'il en donne les inspirations. Cette génération-là, sur la manière qu'ils ont, effectivement, sur la période de référence, quand ils prennent ces périodes de référence, est-ce que leur donner la parole n'aurait pas permis d'avoir un regard qui permettait effectivement de revenir sur cette idée de nostalgie, de période de référence, de la montrer en tant que mythologie, parce qu'en fait, c'est un peu aussi le but de votre travail, c'est de montrer la construction de la mythologie américaine, et c'est pour ça que vous dites que l'Amérique et le cinéma est la même chose. Voilà. Oui.
Et donc, enfin, votre question, c'est est-ce que j'aurais dû aller voir des gens de cette génération? Non, ça m'intéressait pas du tout. Parce qu'ils allaient me dire ce que je savais déjà et que moi, c'est la mise en scène qui va prendre ça en charge. Moi, je fais pas un film pour la revue Politis ou Le Point ou une fiche Wikipédia. Il n'y a pas de souci d'exhaustivité. Moi, il y a un point de vue, il y a une ligne de base, quoi. Donc, à partir de là, la question de la génération, j'aurais pu aussi aller voir des cinéastes, par exemple. J'aurais pu aller voir James Gray, Jeff Nichols. Mais je les connais, je sais ce qu'ils vont me raconter, ça m'intéresse pas. Je veux pas. Que la question du poids des années 70 aujourd'hui sur l'époque contemporaine, pour moi, c'est un acquis. Mais à tout point de vue, c'est-à-dire que du point de vue du cinéma, le meilleur cinéma américain ne cesse de converser avec les 70s. Je le sais, on doit le savoir. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est plutôt cette espèce d'obsession au fond des années 70 comme dernier âge d'or ou comme frontière romantique. Ça raconte quoi de notre époque? Une époque qui, en fait, a beaucoup de mal à fantasmer demain, mais en fait ne fait que fantasmer une période qui a une quarantaine d'années. Donc, il y a deux rapports à ça. Oui, mais en allant voir des gens qui vous diront ça, qui vous diront qu'ils n'arrivent plus à fantasmer, qu'il y a un moment donné où ils ont tenté de changer de monde, qu'ils ont échoué et que ça n'apporte rien. Mais ça, c'est l'histoire politique et c'est l'histoire esthétique. Et vous parlez de Burning Man. Burning Man, c'est quoi? Le festival de musique dans le désert, on arrive déguisé, tout est basé sur un échange de troc, etc. Voilà. Bon, c'est un festival qui a lieu tous les ans aux États-Unis, la semaine du mois d'août, dans un petit désert du Nevada, etc. Mais entre Woodstock et le Burning Man, vous savez, c'est Marx, disait de Napoléon, l'histoire a lieu toujours deux fois. La première fois, c'est une tragédie, la deuxième fois, c'est une farce. La tragédie, elle a eu lieu. C'est pas tant Woodstock d'ailleurs que Altamont et Manson, parce que le problème, c'est qu'après, il faut être précis sur ce qu'on appelle les années 60-70. Là, de loin, on a le sentiment que c'est une décennie un peu homogène, qu'un matin, on se réveille, comme dans la Métamorphose de Kafka, on est tous Grégoire Samsa, c'est parti, c'est le nouvel Hollywood. Et puis un jour, en 80, gueule de bois, zut, Reagan est élu, c'est fini. Non, je veux dire, les années 60-70, elles évoluent entre 67 et 69, qui est le moment de l'euphorie, dans la lignée du Summer of Love. 69, c'est vraiment l'année, on pourrait dire, la queue de comète et le début de la gueule de bois. C'est l'offensive du Tet, c'est la Horde sauvage, c'est Easy Rider, c'est Altamont, c'est Charles Manson, enfin, etc. L'élection de Nixon en 69, il ne faut jamais oublier ça, que la contre-culture a toujours été minoritaire, y compris à la fin des années 60. Tout le monde n'est pas en train de fumer des joints à Tashbury. Et ensuite, il y a le Watergate, etc., etc. Ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, quand on a cette vision des années 60-70, d'abord, il y a une évolution réelle, me semble-t-il, qui a lieu. Et puis, il y a ce Woodstock-là. Tout le monde, évidemment, fantasme les années 70. Pourquoi ? Donc, il y a une part de mythologie. C'est pour ça que moi, ça m'intéressait aussi de sortir un peu de cette mythologie-là. Parce que, effectivement, la contre-culture était minoritaire. Deux, tout le monde n'a pas vécu en fonction de ses différentes origines ou même conditions économiques ou sociales, comme le dit Marie Coy, à un moment donné, la prof du UCLA. La contre-culture, les hippies, c'est une affaire de fat cats. C'est une affaire d'enfants, grosso modo, de petits blancs, petits bourgeois. Papa, maman attendent que les enfants fassent leur crise d'adolescence, remplissent leur frigo, et puis un jour, ils redescendront de l'arbre et réintégreront la société civile. Donc ça veut dire que les hippies, qui est une toute petite catégorie de la question de la contre-culture et des mouvements révolutionnaires, n'intègrent pas celle des droits civiques, la question des Noirs américains, la question du Vietnam, etc. C'est encore, si vous voulez, autre chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, effectivement, le Burning Man, c'est la réactivation un peu dérisoire, mais c'est compliqué parce que moi, quand je vais au Burning Man, qui est un drôle d'endroit, assez lunaire, c'est le cas de le dire, je suis confronté à deux problèmes. Il y a d'un côté je dirais ma raison, mon intelligence au sens strict du terme, qui me dit c'est grotesque. Évidemment, c'est grotesque. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire de croire aujourd'hui, à une époque où le capitalisme culturel a tout emporté, où il n'y a pas de position hors du système. Moi, je suis un baudrillardier, encore une fois. Donc, la position hors du système, j'y crois pas un quart de seconde. Moi, je crois que c'est la seule façon de résister, c'est Neo dans Matrix Reloaded, c'est par le centre. Stratégie fatale. Je pense le système chutera par le fait d'utiliser ses propres armes et de les mener à son propre terme. Il faut précipiter le monde à sa fin et pas croire qu'on peut mettre un t-shirt de Che Guevara et qu'on va faire quelque chose contre. C'est fini ça. Mais les années 60, c'est encore un moment où il y a une croyance, il y a une réalité dans cette position extérieure au système. Woodstock, c'est ça, d'une certaine façon. Burning Man, à l'heure du système englobant, c'est ridicule, c'est dérisoire. Ça, c'est mon intellect qui me dit ça quand je vais là-bas. Et Marie Corey le dit. C'est ridicule, on ne va pas se déguiser en confédéré, il faut changer le monde, c'est un peu plus important que ça. Et en même temps, je suis face à des gens, d'abord,
socialement, c'est pas la même chose. Woodstock, c'était quand même gratuit pour tout le monde. Burning Man, c'est $500. C'est que des gens de la San Fernando Valley, des gens plutôt assez aisés, huppés, qui sortent d'Hollywood, qui viennent du monde entier d'ailleurs. Et le coût fait qu'il y a toute une partie de la population, notamment les classes moyennes ou les classes moyennes inférieures, qui ne peuvent pas aller à Burning Man. Donc rien à voir avec Woodstock déjà. Hein, c'est une catégorie plutôt aisée de la population qui se fait son petit shoot contre-culturel, qui coûte pas cher. Au fond, ça dure 10 jours et après on réintègre le monde capitaliste. C'est un peu ça, Burning Man. On est très très loin de Woodstock. Donc à partir de là, je suis à la fois un peu sceptique, un peu amusé, et en même temps, je dois reconnaître que quand je suis là-bas, je suis frappé par la sincérité des gens qui font ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire que il y a une sorte de conscience diffuse, hein, de ce monde où le capitalisme l'a emporté définitivement. Enfin, peut-être pas, que tout se joue en 80 et que tout le monde veut en sortir. Et ces gens-là, ils trouvent cette solution-là. Bon, elle n'est pas géniale, mais c'est mieux que rien. Et donc, ils sont sincères, ils y croient vraiment. Donc, qu'est-ce que je fais, moi ? Je mets Requiem de Zelenka à ce moment-là, au moment de cette séquence-là, qui est la musique qu'on entend. Le Requiem, pourquoi ? Parce que ça, c'est vraiment le tombeau absolu de ce qu'est vraiment la contre-culture. Et en même temps, la phrase de Marie Corey qui a introduit cette espèce de séquence-là, jouant sur les deux, c'est à la fois dérisoire et touchant en même temps. Moi, j'ai aussi besoin, comme on le disait tout à l'heure, d'être aussi du côté des raisons de ces gens-là. Je ne peux pas me contenter de filmer en me moquant, tout simplement. C'est pas possible. Parce qu'ils y croient vraiment. Et en même temps, c'est dérisoire. Voilà. Je pense qu'on en est, grosso modo, arrivé là aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à vous. C'est la fin, mais vous restez parce qu'on a une surprise. Je ne sais pas si vous avez été mis au courant. Miss Fontaine, une anonyme, fait de vous, comme elle fait de chaque invité chaque semaine, le héros d'une fable. C'est écrit en alexandrin, ça rime et ça rigole. Miss Fontaine, c'est à vous. Merci Morgan. Alors, loin des rythmes endiablés de Jimi Hendrix ou des airs psychédéliques de Woodstock, c'est en écoutant Georges Bizet que j'ai trouvé l'inspiration pour cette fable, intitulée « Le toréador ». Apprivoisant ses personnages, tel un torero la bête sauvage, sans sourciller, les yeux figés, il leur fait compter souhaits et regrets. Quand sonnent les trompettes, certains accourent comme la vachette, d'autres, séduits par le rouge, foncent, chargent, mais rien ne bouge. Toréador, toréador, chante Carmen. Or, à leurs yeux, Bizet est la synthèse osée de Beatles et Zeppelin, leur mentor. Tous ont dans leur temps fréquenté l'arène, ont dansé et chanté jusqu'à perdre haleine. Sex, drugs and rock'n'roll, tel était leur credo, et non métro, boulot, dodo. Formidable. Non, rien à ajouter, très très beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Baptiste Auré d'avoir été l'invité de la matinale de l'ENS ce matin. Votre film We Blew It, on peut le voir en salle si on s'assoit juste devant Henri Langlois, notamment dans la salle du Grand Action 5 rue des Écoles. Merci beaucoup Merci. Jean-Baptiste Auré. Merci beaucoup Morgan, merci beaucoup Monsieur Toré pour ce film We Blew It.